1, 2, 3, 4, 5. Non, Lou Bega ne vient pas d'entrer dans le bâtiment. Ce sont les 5 grandes frappes, alors que les États-Unis ont porté coup sur coup contre l'Iran. Le régime avait été démantelé. Chaque atout militaire majeur que possède l'Iran est détruit. Les États-Unis ont accompli contre l'Iran ce qui semblait impossible, concluant par une attaque sur un territoire clé, pouvant servir de base à une invasion terrestre. Commençons par ce territoire clé, l'île de Karg. Le 12 mars, la nouvelle est tombée que les États-Unis avaient lancé une frappe massive contre l'île de Karg, située à seulement 24 km ou 15 miles au large des côtes iraniennes. Cette île est essentielle pour l'industrie pétrolière iranienne, bien que les États-Unis n'aient pas encore ciblé son infrastructure pétrolière. Les frappes américaines ont détruit l'infrastructure militaire de l'île, la BBC indiquant que plus de 90 cibles ont été touchées, dont des bunkers à missiles, des installations de stockage de mines navales, des défenses aériennes, un hangar à hélicoptères et la tour de contrôle de l'aéroport. Cela revient à neutraliser totalement l'île de Karg militairement, ce qui ne satisfait pas l'Iran. Après l'attaque, l'Iran a menacé de détruire immédiatement toutes les infrastructures pétrolières et énergétiques de l'île, appartenant à des entreprises liées aux États-Unis, et de les réduire en cendres. Il s'agit d'une menace qui vise clairement à faire comprendre que frapper l'île de Karg fera plus de mal aux États-Unis qu'à l'Iran. Le pétrole est en effet la clé lorsqu'il s'agit de cette île. Cependant, pas de la manière dont l'Iran tente de le faire croire. L'île de Karg est bien plus stratégique pour l'Iran dans le secteur pétrolier et gazier que pour les États-Unis, ce que confirment les chiffres. Selon Euronews, l'île de Karg est le terminal pétrolier le plus important de tout le système d'exportation de l'Iran. Près de 90% des exportations de pétrole brut du pays partent de cette île iranienne, traversant le détroit d'Ormuz vers la Chine et d'autres clients asiatiques. Gardez en tête le détroit d'Ormuz, ce que les États-Unis y font fait partie des 5 principales frappes. Lorsque l'île de Karg fonctionne à son maximum, elle permet de charger entre 1,3 et 1,6 million de barils de pétrole brut par jour. L'Iran en a besoin car ses ports en eau profonde permettent aux superpétroliers de charger le pétrole. Ces superpétroliers ne peuvent accéder à de nombreux ports côtiers du continent iranien, car l'eau y est trop peu profonde. La BBC précise que pétrole et gaz sont vitaux pour l'économie iranienne chancelante. Le régime du pays détient le pouvoir sur 10% des réserves prouvées de pétrole dans le monde, ainsi que 15% de ses réserves de gaz, faisant de l'énergie la seule industrie pouvant vraiment soutenir l'Iran, quand il subit de lourdes sanctions l'empêchant d'être un partenaire commercial ailleurs. Les revenus pétroliers de l'Iran ont augmenté ces dernières années. Le Tehran Times affirme que ses revenus ont atteint 46 milliards de dollars en 2024, ce qui représente une augmentation de 14%, soit 5,6 milliards de dollars de plus que ce qui avait été vendu en 2023. Si 90% du pétrole iranien passe par l'île de Karg avant exportation, il est clair que des frappes sur cette île pourraient ruiner l'économie iranienne. C'était déjà une économie fragile, même avant l'opération Epic Fury lancée par les États-Unis. La valeur de la monnaie iranienne a chuté de 95% par rapport au dollar américain depuis mai 2018, rapporte la BBC. La situation de l'économie iranienne est ce qui a déclenché les manifestations de fin décembre et de janvier, qui ont finalement conduit à la guerre que nous voyons actuellement. Le régime iranien ne peut pas risquer de perdre ses installations pétrolières sur l'île de Karg. Non, les États-Unis ont visé des cibles militaires lors de leur première série de frappes. Parler d'une première série montre que les États-Unis gardent leurs options ouvertes. L'Amérique a lancé un avertissement avec ses frappes, détruisant toutes les défenses iraniennes de l'île de Karg. Ensuite, les installations pétrolières, que les États-Unis pourraient encore frapper, comme l'a dit Donald Trump en plaisantant à moitié, juste pour s'amuser. Le régime iranien n'a pas envie de rire. Il sait que les États-Unis contrôlent l'île de Karg et pourraient frapper à tout moment pour couper l'artère vitale pétrolière de l'Iran. Bien que les attaques contre Karg puissent aussi influencer la posture de l'Iran dans le détroit d'Ormuz, passons au deuxième des 5 grands points, les capacités militaires détruites de l'Iran. Depuis le lancement conjoint de l'opération Fureur épique par les États-Unis et Lion rugissant par Israël, l'infrastructure militaire iranienne est démantelée. Cela commence par la direction du pays. Le 28 février, jour d'ouverture de l'opération Fureur épique, Trump a déclaré que 48 dirigeants militaires et politiques iraniens avaient été tués, y compris l'ancien guide suprême de l'Iran, Ali Khomeini. D'autres ont suivi alors que les États-Unis et Israël frappaient la direction iranienne, ce qui plonge la riposte militaire de l'Iran dans la confusion. Dès lors, les chiffres sont catastrophiques pour ce qu'il reste du régime iranien.
L'Institut pour l'étude de la guerre indique qu'Israël dit avoir détruit jusqu'à 80% des défenses aériennes iraniennes lors de frappes. Les forces de défense israéliennes, ou Tsahal, déclarent avoir détruit près de 70% des lance-missiles de l'Iran. Cela signifie que l'Iran a perdu l'une des plus grandes menaces qu'il aurait pu représenter pour les forces alliées qui déversent chaque jour leur puissance de feu sur son territoire. Sans la majorité de ses défenses aériennes, l'Iran ne peut s'opposer à la supériorité aérienne américaine sur son territoire. Cela a permis aux États-Unis d'engager des bombardiers non furtifs et des avions d'attaque dans le conflit, comme nous l'avons vu avec l'arrivée des B-1 B-52 et des A-10 Warthog en Iran. Bien que l'Iran reste une menace mineure avec quelques unités de défense aérienne, la mise hors service de 80% de son réseau permet aux États-Unis et à Israël d'accroître leur puissance aérienne. C'est crucial pour maintenir la puissance aérienne après le choc initial, ce qui indique un autre des 5 grands éléments. Cela signifie aussi que l'Iran doit gérer une série de frappes successives. La destruction de nombreuses défenses aériennes rend les autres encore plus vulnérables. Chaque frappe contre cet élément de l'armée iranienne ouvre de nouvelles voies pour que les bombardiers et avions d'attaque accomplissent leur mission. Ensuite, concernant les lanceurs de missiles, les FDI disent en avoir détruit 70%, ce qui s'est reflété dans l'utilisation des missiles balistiques par l'Iran. Le taux de tir de missiles iraniens est en baisse continue depuis le début du conflit. Selon le Times of Israel, les FDI ont cartographié cette diminution. L'Iran a lancé 90 missiles sur Israël le premier jour de la guerre. Ce nombre est tombé à 60 le lendemain. Pendant une semaine, l'Iran lançait 20 missiles par jour et en lance désormais moins. La destruction des rampes de lancement réduit la puissance de feu, un coup dur pour l'Iran. Le pays a stocké plus de 2000 missiles balistiques à courte portée avant la guerre et prévoyait d'en fabriquer plus. L'Iran voulait anéantir Israël et les États-Unis avec des essaims de missiles, mais il ne le peut plus. Il parvient à peine à en lancer comparé à ses plans initiaux. De plus, les frappes sur les sites de lancement de drones en Iran ont réduit de 95% les lancements de drones depuis le début de l'opération Fureur épique, selon le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth. Toute la doctrine militaire de l'Iran reposait sur la capacité à utiliser ce type d'armes, mais elle a été paralysée offensivement et défensivement sur le terrain. Et la situation empire encore, car le troisième des 5 grands a également rendu l'Iran pratiquement impuissant en mer. Avant de poursuivre, abonnez-vous à The Military Show si ce type d'analyse vous intéresse. Nous analysons les choses de cette façon chaque jour. Maintenant, la marine iranienne. Elle ne se porte pas bien. Le 16 mars, l'amiral Brad Cooper, qui est le commandant du commandement central des États-Unis, ou CENTCOM, a rapporté que les États-Unis ont détruit ou endommagé plus de 100 navires de guerre iraniens. C'est un exploit, sachant que la marine iranienne comptait 109 unités avant l'opération Epic Fury, selon Global Firepower. Cela signifie que les États-Unis ont presque anéanti la marine iranienne, si ces chiffres sont exacts. Si ce n'est pas le cas, car le corps des gardiens de la révolution islamique a de nombreux bateaux rapides qui ne font peut-être pas officiellement partie de la marine iranienne. Cela montre que les États-Unis détruisent de nombreuses cibles navales. Chaque destruction d'équipement réduit les menaces contre la présence navale américaine et la capacité de la marine iranienne à menacer les navires marchands dans le détroit d'Ormuz. Restez avec nous, ce que les États-Unis font dans ce détroit est le dernier des 5 grands. Le Washington Post indique que des images satellites de grandes bases navales iraniennes révèlent l'ampleur des dégâts causés par les États-Unis. À Bandar Abbas, l'un des plus grands ports d'Iran, et clé dans la stratégie du détroit d'Ormuz, des navires de guerre brûlent et au moins un sous-marin iranien aurait coulé. Les États-Unis ont également commencé à neutraliser des navires en dehors des eaux iraniennes. On le voit avec ce qui est arrivé à l'Iris Dina, que les États-Unis ont frappé au large des côtes du Sri Lanka. Ce navire de guerre gît désormais au fond de l'océan Indien, avec au moins 84 membres d'équipage morts lors de l'attaque américaine. Les États-Unis ont également neutralisé 16 navires poseurs de mines iraniens, que l'Iran comptait utiliser pour poser des mines sous-marines le long du détroit d'Ormuz, rendant ainsi une traversée déjà dangereuse, extrêmement périlleuse pour les navires marchands tentant de transporter leur cargaison par le détroit. Ce troisième point des 5 grands montre à quelle vitesse la marine d'un pays peut être paralysée face à une nation dotée de navires supérieurs et surtout de porte-avions capables de frapper à répétition des ports stratégiques. L'Iran a perdu frégates, porte-drones, sous-marins, ports, poseurs de mines, avions de patrouille maritime, petits navires de combat et presque tout ce qui lui permettait d'organiser une défense navale contre les États-Unis.
Cela ressemble à ce que nous ne voyons pas dans le ciel au-dessus de l'Iran. Dans ces cieux, les avions américains volent presque impunément. C'est désormais aussi le cas pour les porte-avions américains et les groupes navals présents dans le golfe Persique. L'ampleur de la destruction a été si sévère que l'Iran se trouve dans une position où il n'osera pas s'engager dans un quelconque combat naval de peur de perdre les rares moyens qui lui restent. L'Iran se limite à attaquer des navires marchands avec vedettes rapides et navires sans pilote, ce qui n'empêchera pas les États-Unis de bombarder le territoire iranien grâce à leurs porte-avions et bombardiers basés ailleurs. En évoquant la puissance aérienne, cela nous amène au quatrième des 5 grands. La pression continue exercée par l'Amérique sur l'Iran grâce à des milliers de sorties aériennes. Comme mentionné plus tôt, la perte des défenses aériennes iraniennes a permis aux États-Unis d'envoyer des avions qu'ils n'auraient pas utilisés si la situation était restée risquée. L'utilisation des bombardiers B-52 pour frapper l'Iran est sans doute l'exemple le plus marquant, car ces bombardiers de plus de 70 ans sont tout sauf furtifs dans l'arsenal aérien américain, mais ils effectuent des missions au-dessus de l'Iran en raison de l'état totalement ruiné du réseau de défense aérienne iranien. Regardons quelques chiffres. Selon le Wall Street Journal, les États-Unis affirment avoir frappé plus de 7000 cibles à travers l'Iran. Le secrétaire à la guerre américain Pete Hegseth indique qu'environ 15 000 cibles ennemies ont été touchées en incluant les frappes israéliennes. La guerre fait rage depuis le 28 février, ce qui représente 19 jours de frappe à la date de création de cette vidéo. En d'autres termes, en moyenne, 789 cibles sont frappées chaque jour en Iran. C'est la définition d'une campagne aérienne soutenue. Les États-Unis et Israël ont réussi à instaurer une routine de sortie qui leur permet de faire tourner leur puissance aérienne sans aucune riposte de la part de l'Iran. Des avions de chasse peuvent donc se décoller d'un porte-avions, frapper, revenir, se ravitailler et repartir plusieurs fois par jour. Multipliez cela par des dizaines et des dizaines de chasseurs déployés sur les porte-avions américains, volant depuis Israël et décollant de bases américaines proches de l'Iran, et vous obtenez un schéma de frappe continue auquel l'Iran ne peut répondre. Tout cela équivaut à la dégradation systématique d'une armée et d'un régime iranien, enraciné depuis plus de 40 ans, rendu possible par la puissance aérienne américaine. Il y a bien trop de frappes pour toutes les détailler ici, mais parmi les plus lourdes figurent les attaques déjà mentionnées sur l'île de Karg, qui pourraient bientôt être suivies d'autres, ainsi que l'utilisation par les États-Unis de leurs bombes pénétrantes massives de 13 600 kg contre le bunker souterrain, Talagan 2. Le Royaume-Uni ayant autorisé les États-Unis à utiliser ces bases, comme la RAF Fairford, les pilotes américains n'ont plus à faire les vols aller-retour épuisants qu'ils effectuaient pour lancer leurs attaques plus tôt dans la guerre. La distance à parcourir jusqu'à l'Iran a diminué. L'océan Atlantique peut maintenant être contourné. Les bombardiers américains peuvent en bout désormais frapper l'Iran bien plus rapidement, rejoignant la rotation continue des chasseurs. Au début de l'opération Fureur épique, on a vu les défenses aériennes et les missiles de l'Iran démantelés. Avec le quatrième des Big Five, les États-Unis détruisent désormais les sites de production de missiles, les complexes souterrains, les centres de commandement et toute base industrielle iranienne identifiée. Il ne s'agit plus seulement de neutraliser l'armée iranienne, mais de l'empêcher de se reconstruire tant qu'elle subit ce déluge de puissance aérienne. Pourtant, l'Iran conserve un dernier levier auquel il s'accroche désespérément, et cela nous ramène au dernier des Big Five, le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz est l'une des voies courrigeoises navigables les plus importantes au monde, surtout en ce qui concerne le transport du pétrole par voie maritime. Près d'un cinquième du commerce mondial du pétrole transite par ce détroit, soit 21 millions de barils par jour. Avec seulement 24 miles de large à son endroit le plus étroit, le détroit d'Ormuz est bien trop facile à patrouiller pour l'Iran. Bien qu'il y ait un peu de trafic qui traverse le détroit, c'est un filet comparé à ce que nous devrions voir. La raison en est évidente. L'Iran a menacé de frapper les navires dans le détroit d'Ormuz, et a déjà exécuté ces menaces à plusieurs reprises. Avec le détroit toujours pratiquement bloqué, nous avons également vu les prix du pétrole grimper à plus de 100 $ le baril, où ils se maintiennent encore. C'est le dernier plan de l'Iran. Bloquer le détroit, provoquer le chaos dans l'industrie pétrolière, et espérer que la pression créée soit suffisante pour que les États-Unis reculent. Ça ne marche pas. En plus d'appeler ses alliés à protéger les navires marchands dans le détroit d'Ormuz, avec quelques critiques et de vagues menaces envers les non-participants, les États-Unis se concentrent désormais sur des frappes directes, près du détroit. Le 17 mars, on a appris que les États-Unis avaient commencé à bombarder les sites de lancement de missiles iraniens, près du détroit d'Ormuz avec des bombes anti-bunker. Le CENTCOM a annoncé, dans un communiqué, que les forces américaines ont récemment utilisé avec succès plusieurs munitions pénétrantes,
de 5000 livres contre des sites de missiles iraniens fortifiés le long de la côte iranienne, près du détroit d'Ormuz. Bien que cela ressemble à d'autres frappes sur des sites de lancement iraniens, ces frappes visent surtout à empêcher l'Iran de cibler des navires marchands dans le détroit, avec des missiles de croisière anti-navires. Après avoir détruit les structures militaires et dirigeantes de l'Iran et menacé son économie, les États-Unis protègent désormais l'une des voies navigables les plus cruciales, d'autres actions pouvant suivre. Les États-Unis déploient aussi la 31e unité expéditionnaire des Marines au Moyen-Orient. Cette unité, qui compte environ 2200 Marines américains, ainsi que de l'équipement comprenant des navires d'assaut amphibies, n'arrivera pas avant la fin du mois de mars. Une fois dans la région du Golfe Persique, l'unité pourrait lancer des raids côtiers contre des sites militaires iraniens, clés le long du détroit d'Ormuz. Les ports et sites de lancement de missiles déjà endommagés pourraient être pris, permettant aux États-Unis de créer une zone tampon pour y installer des défenses aériennes, réduisant ainsi la menace que l'Iran fait peser sur le détroit depuis l'intérieur des terres. Si d'autres pays rejoignent les États-Unis pour défendre ce détroit, comme la France l'envisage après l'apaisement de la situation maritime, l'Iran perdra son dernier levier. Le régime iranien chancelant espère que la hausse des prix du pétrole arrêtera net les États-Unis. Au lieu de céder à la pression, les États-Unis ont envoyé le 5e des Big Five dans le détroit d'Ormuz et pourraient avoir d'autres atouts. L'Iran a subi coup sur coup. Les Big Five montrent que les États-Unis contrôlent l'opération Fureur épique. Concernant l'Iran, son infrastructure militaire et son régime s'affaiblissent chaque jour. Alors que les États-Unis mènent probablement d'autres attaques dans le détroit d'Ormuz et sur l'île de Kahag, la situation de l'Iran ne pourra qu'empirer. Tout cela sans mentionner que les États-Unis ont utilisé des armes dignes d'un film de science-fiction lors de l'opération Epic Fury. Des lasers neutralisent les drones iraniens visant les États-Unis. Vous souhaitez savoir comment? Regardez notre vidéo montrant des armes ultra-modernes que l'Iran n'aurait jamais imaginé voir déployer. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour plus de reportages sur la guerre en Iran. Merci de votre visionnage.